زهير voilà. لا باسكو سي زهير تبارك الله عليك ديجا. تبارك الله عليك سي صلاح. Super. Alors c'est parti. C'est parti. Ouais, on commence. Ok. On commence. On commence. أيها الحضور الكريم، تحية وسلام وألف مرحبا بكم معنا عبر الأثير هنا وهناك من مدينة الدار البيضاء، الرباط، دبي وباريس. سفر ممتع للجميع وسعيد بلقائكم في هذه المناسبة المتميزة. لقاءات كلها تمازج، ترابط وتواصل. أتمنى وأرجو من العلي القدير أن يكون هذا اللقاء لقاء استفادة واستفسار من أجل إن شاء الله غد أفضل للقارة الإفريقية وبصفة خاصة للمملكة المغربية. اللهم بارك جمعنا هذا باليمن والبركات، ولكم من قلبي نور وضياء، والله ولي التوفيق. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir, un privilège et un honneur de partager en ce début d'après-midi de ce mois d'avril 2021 ce qu'on a appelé communément le cycle de webinaires organisé par les étudiants du master de l'École supérieure internationale de gestion. Après avoir eu le plaisir d'accueillir de grandes dames il y a à peu près 10 jours et qui ont traité d'une question fondamentale, en ce processus de réflexion et en toute intelligence collective, nous nous sommes véritablement amusés, c'est le cas de dire, à travers l'intervention et l'expérience partagée avec 8 grandes dames influentes et leur rôle dans le développement. Il est clair que la période que nous vivons actuellement est une période que je dirais difficile, non. Je dirais qu'elle est chargée de sens, parce que nous devons faire face à ce qu'on appelle la complexité, l'incertitude et le manque de visibilité. Et justement, ces 3 éléments juxtaposés nous placent, nous autres citoyens, à l'affût d'informations. Pas plus tard qu'hier, la France a décidé. Il y a 2 jours, le Maroc a décidé. Que décideront les pays demain, après-demain? Tout ce que nous souhaitons, c'est justement et seulement que cette pandémie puisse partir et nous laisser libres de nos mouvements. On aurait tellement voulu être en présentiel, où le contact est véritablement un contact unique et exceptionnel, mais nous allons quand même rester dans cette dynamique, dans cet enthousiasme, et nous avons décidé, dans le cycle de webinaires, cette deuxième thématique d'actualité, d'accord, qui est l'impact du Covid sur l'approche entrepreneuriale. Et nous allons aujourd'hui, avec nos intervenants et experts, justement, faire le maximum pour justifier à ces jeunes, parce que l'audience aujourd'hui, à qui nous souhaitons la bienvenue, est constituée majoritairement de jeunes en devenir, d'abord de première, de deuxième, de troisième, de quatrième et de 5e année de l'école en question, mais également des invités que nous avons conviés. C'est un direct via Facebook, mais nous, les intervenants, un petit peu, nous avons constitué ce petit panel de 13 personnes en espérant que ce chiffre nous portera, Inch'Allah, bonheur. Et il n'y a pas de raison pour qu'il ne porte pas bonheur, sinon nous allons ouvrir les portes et aller de l'avant. Bien sûr, après cette petite introduction, comment les choses vont se présenter?
Tout de suite après, bien sûr, je me permettrai de donner la parole à Madame Hind Belkiren, qui est responsable de cycle et professeur permanent. Tout de suite après, le trio choc, le trio magique de jeunes qui se sont impliqués depuis maintenant 6 semaines à préparer les tenants, les aboutissants, l'organisation, le concept, la communication, l'organisation, la logistique, eh bien, ils vont faire une tentative. Et je suis convaincu que ça se passera très, très bien pour eux. Tout de suite après, pour des questions de timing, bien sûr, nous allons, avec votre permission, commencer par Zoé Khdissi, d'accord, et également notre ami centrafricain qui est installé à Paris, d'accord, et qui est M. Jordan Guédigou, qui est en voiture, et pour lui assurer le confort absolu. Et par la suite, nous verrons comment nous allons échanger sur des questions fondamentales, vous, les intervenants, que je remercie parce que vous avez été spontanément, véritablement, il y a une espèce d'amitié entre vous et moi, certes, mais vous avez réagi de façon tout à fait spontanée et je ne vous remercierai jamais assez. Madame Belkiren, à vous la parole. Merci, Monsieur Sti. Merci à tous les participants qui ont bien voulu répondre présents aujourd'hui. Merci d'être là pour votre générosité et le partage d'expériences que vous allez bien sûr nous faire aujourd'hui. Sincèrement, j'ai pas préparé grand-chose. Je tenais juste à être présente parce que c'est des sujets qui m'intéressent tout particulièrement, qui intéressent notre école également et nos étudiants tout particulièrement. Effectivement, comme l'a si bien souligné Monsieur Sti, on est dans des conditions très particulières, surtout des conditions sanitaires très particulières, et donc il va falloir s'adapter, surtout sur l'aspect entrepreneurial. Je ne sais pas, Monsieur Sti, est-ce que c'est fait exprès pour la parité homme-femme? La dernière fois, on a fait un webinaire sur les femmes influentes, donc on n'avait que des femmes. Aujourd'hui, on n'a que des hommes. Et alors, je vais vous dire, influents aussi. Les deux femmes qui étaient prévues, Oui. Madame Laudrelli et Madame la Burkinabé, d'accord, ont eu un désistement de dernière minute. Oui. Mais c'est magnifique. Aujourd'hui, les hommes, hier, les femmes, et demain, Sans les hommes et les femmes. Les deux jeunes femmes, les belles dames qui sont avec nous, Laetitia voilà, et nous avons Kenza et Laetitia. L'étudiant, bien sûr, William, qui ont bien voulu, bien sûr, mener à bon pour ce projet, bien sûr, sous l'encadrement de M. Sti, qu'on ne cesse de remercier. Pour votre information aussi, on avait fait une première édition qui portait sur l'entrepreneuriat en Afrique en début d'année. Donc, je pense que maintenant, ça sera une continuité parce que le sujet, il est tellement intéressant que, effectivement, il va falloir faire plusieurs éditions, n'est-ce pas, M. Sti? Oui. Et aussi, dernière chose que je voulais mentionner, c'est que les SIG, elle a toujours prôné pour apprendre pour entreprendre, effectivement. Donc, nous sommes en train de forger de jeunes entrepreneurs, des finissants qui, à la sortie de l'école, ils se préparent pour le salariat, mais aussi pour l'entrepreneuriat, chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, comment faire pour encourager ces jeunes aujourd'hui, afin d'entreprendre justement, ou bien de commencer cette aventure entrepreneuriale? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui avec vous, grâce à vos interventions. Je connais certains parmi vous aujourd'hui, donc Monsieur Benaoui, bonjour, Monsieur Mimouni, bonjour, bonjour à tous les participants. Donc vous avez déjà intervenu au sein de l'ESIC. J'espère, Inch'Allah, recevoir les autres participants aussi dans notre campus très prochainement. Donc sans plus tarder, je vous laisse la parole, chers participants, et Monsieur Sti. Bon courage. Merci beaucoup. Merci à vous. Laetitia, William, la balle est dans votre camp. Bonjour, bonsoir. Tout dépendra de là où vous nous suivez. Tout d'abord, on tient à vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté à notre webinaire et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à notre conférence sur l'impact du Covid sur l'approche entrepreneuriale entre constat et perspective. Dans le cadre des activités paruniversitaires, les masters organisent un cycle webinaire pour un Maroc émergent, trajectoire et regard croisé. Je suis Kenza, avec Laetitia et William, nous serons avec vous tout au long de ce webinaire. Merci Kenza, bravo, hein? Vous aurez une bonne note alors. Bonjour à toutes et à tous. Laetitia, vous la parole. Bonjour à toutes et à tous, je suis Laetitia. Alors, nos choix s'est porté sur ce sujet car il s'agit d'un thème de grande actualité. Si vous êtes dans la même salle, il faut véritablement éviter d'avoir le micro. Merci. Merci, William.
COVID-19, entrepreneuriat. Comment concilier les deux? Restez connectés, nos spécialistes sont là rien que pour vous afin de vous éclairer davantage. Nous allons donc procéder par panel. Les différents panels sont la technologie, les ressources humaines, le BTP, le marketing digital et communication et enfin la finance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laetitia. William, vous voulez rajouter quelque chose ou vous attendez? Oui, passons à présent au panel technologie. Superbe. Merci beaucoup, Laetitia. Merci beaucoup de votre intervention. Merci les jeunes des efforts que vous accomplissez. C'est du direct, c'est du live, mais nous sommes en famille et nous sommes dans une convivialité tout à fait intéressante. Mettez-vous. L'avènement des NTIC s'étend sur de multiples domaines, notamment sur notre mode de vie et notre économie. Dans un contexte dit guerre asymétrique, où la distanciation physique est plus que prônée, où seuls nos écrans nous permettent relativement d'être résilients, un constat reste sans précédent. Les NTIC constituent la révolution dont le succès est fulgurant. Cependant, nul ne peut nier l'impact que peut avoir la crise sur ce secteur d'activité. C'est dans ce sens que nous demandons quelques éclairages à notre intervenant, M. Zouher Lardissi, qui est PDG et cofondateur de Dial Technologies. Il est aussi leader des solutions mobiles au Maroc et en Afrique du Nord et au sein du groupe Meditech. Alors, M. Lardissi, quelle stratégie Dial Technologies a-t-elle mise en place afin d'atteindre les objectifs malgré la pandémie? Pour ce contexte concernant l'intervention de Zouher Lardissi. Zouher? Merci beaucoup, Si Mohamed. C'est un vrai plaisir pour Madina. Déjà, je félicite toute l'équipe des étudiants qui ont travaillé de manière dure et c'est une preuve d'esprit entrepreneurial, tout ce qu'ils ont fait depuis quelques semaines ou quelques mois pour préparer cet événement. Bravo, bravo pour ce que vous faites et bravo pour cette prise d'initiative. Je suis heureux et flatté, fier d'être parmi ce très beau panel avec des amis de longue date que j'ai toujours un plaisir de retrouver. On aurait dû... C'est la seule chose qu'on ne peut pas digitaliser. Il faudra le faire physiquement, Inch'Allah, très prochainement. En tout cas, merci beaucoup de m'inviter à être parmi vous. Peut-être je vais, avant de répondre à la question de Laetitia, je vais peut-être parler un peu de ce contexte de crise pour dire peut-être 3 ou 4 messages très rapides. Le premier, que je voulais dire, c'est que cette crise est une crise sans précédent qui a en même temps agi comme un accélérateur d'un certain nombre de transformations et comme un révélateur d'un certain nombre de choses relatives à notre fonctionnement et au fonctionnement de nos sociétés. Et à travers ces deux prismes et ces deux mécanismes, elle a eu un impact fondamental sur la manière avec laquelle on opère, sur la manière avec laquelle on travaille, sur la manière avec laquelle on apprend. Et par conséquent, bien sûr, avec tout un certain nombre de conséquences sur le plan économique, social et sanitaire. Maintenant, ce que je voulais dire, et je voulais commencer par passer ce message, c'est qu'au Maroc, l'entrepreneuriat post-Covid, on est passé d'un entrepreneuriat de désespoir juste au moment du confinement, où on a vu de très belles idées, de très beaux entrepreneurs, de très beaux innovateurs qui ont commencé à essayer de répondre au contexte urgent qu'a ramené cette crise. Et on a été étonnés de voir au Maroc, en quelques semaines, s'organiser une filière de masques. On a vu un certain nombre d'organismes publics et privés collaborer pour mettre en place des respirateurs artificiels. On a vu des gens qui ont travaillé sur des masques intelligents, etc. Et donc, tout ça a fait qu'on a essayé de trouver des solutions dans l'urgence à la situation dans laquelle on se trouvait, aussi bien sur le plan sanitaire, social et économique.
Alors, ce qu'on a maintenant, donc ça c'est l'entrepreneuriat du désespoir, ce qu'on a commencé à voir maintenant et ce que j'espère voir dans les prochains mois, c'est ce que je vais appeler l'entrepreneuriat de l'espoir. Le Maroc, avec cette campagne de vaccination qui est aujourd'hui, on va dire, a eu un retentissement au niveau international. On a vu comment le Maroc a pu s'organiser dans des délais très courts pour pouvoir être au premier rang africain dans les 10 premiers au niveau mondial en termes de vaccination. Ça, ce signal qui a été donné, ce message à travers cette réussite à ce jour, et qu'on espère qu'elle va continuer dans les prochaines semaines et les prochains mois, est un message fondamental qui est donné à notre jeunesse et à notre tissu entrepreneurial pour dire on peut faire des choses à partir du Maroc, on peut être parmi les 10 premiers quand on vient du Maroc, si on arrive à être dans l'anticipation, dans la bonne organisation, dans la bonne intelligence, dans la bonne collaboration. Et ce message, à mon sens, est un message fondamental qu'on est censé, d'une certaine manière, capter et qu'on est censé, d'une certaine manière, aussi utiliser dans les futures, on va dire, dans les futures entreprises ou dans les futures aventures entrepreneuriales qu'on peut avoir aussi bien au sein de nos entreprises que dans de nouvelles entreprises. Donc ça, c'est le premier message que je voulais passer d'un entrepreneur de désespoir à un entrepreneur d'espoir avec une logique où on n'a plus rien à prouver, avec une logique où on n'a rien à envier aux autres, où on a la maîtrise de notre décision et de notre destin. Et rien que ça, encore une fois, pour moi, c'est quelque chose de très positif et de très fondamental dans ce qui va venir dans la suite en termes d'entrepreneuriat. Moi, je voudrais juste, Zohair, oui. Excuse-moi de t'interrompre, justement, comment a-t-on fait pour passer de l'entrepreneuriat du désespoir à l'entrepreneuriat de l'espoir? J'aime beaucoup ça. Ça a mis combien de temps? Est-ce que le temps de réagir par rapport à une période de confinement difficile, psychosomatique pour tout un chacun? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Moi, je pense qu'au début, on était vraiment dans l'urgence, dans la situation de crise. Et dans cette situation de crise, la seule chose, c'est d'essayer de répondre à l'urgence. Et je pense que c'est ce que le Maroc a essayé de faire, plus ou moins bien, plus ou moins mal. Il y a eu des choses positives, des choses négatives. Maintenant, dans cette phase, il y a eu des premiers messages d'espoir qui ont commencé à être lancés. Et on a vu, comme j'ai dit, des petits signaux, les masques, les innovations, etc. Et ces signaux ont créé quelque chose de fondamental qu'on a malheureusement perdu, qu'on n'a pas forcément tout le temps, c'est cette confiance en soi. Cette confiance en soi en tant que pays, cette confiance en soi en tant qu'entrepreneur, en tant qu'individu, qu'on a perdu pendant de longues années parce qu'on a toujours considéré que rien ne se fait bien au Maroc, que tout est compliqué, que bien sûr, il y a pour ça beaucoup de choses de vraies, je ne dis pas le contraire. On est arrivé à une situation où on s'est dit, voilà, donc on a notre destin en main, on ne peut pas attendre des instructions ni de tel pays, ni de tel pays, on ne peut pas attendre de l'aide ni de tel pays, ni de tel pays. Et donc, à un certain moment, il fallait qu'on se remette en cause. Je pense que c'est une remise en cause collective qu'on a eue, sans le sentir. Ça n'a pas été forcément, on va dire, conscient. C'est une sorte d'inconscient populaire, d'inconscient collectif qui s'est créé et qui a en fait convergé vers une logique, c'est de dire on n'a pas le choix, on doit se prendre en main, on est capable de faire des choses. Maintenant, il faut qu'on les fasse. Et ça a permis d'avoir cette, encore une fois, réussite qui, pour moi, est significative, qui est celle de la vaccination. Maintenant, aujourd'hui, je pense que ce signal devrait passer et devrait inciter les entrepreneurs que nous sommes, les entrepreneurs qui nous écoutent, les entrepreneurs qui aujourd'hui agissent dans le terrain, à se dire, au Maroc, on peut faire des choses, on peut se classer parmi les meilleurs mondiaux, on peut être parmi les meilleurs mondiaux, on peut être capable d'anticiper une crise, on peut être capable d'être suffisamment intelligent pour inventer des solutions, suffisamment intelligent pour inventer des solutions et suffisamment, on va dire, pratique pour les exécuter. Donc voilà, moi je pense que c'est ça qui s'est opéré. Ça a pris du temps, mais je pense que les conséquences de ce changement fondamental de paradigme sont des conséquences qui vont être durables et qui vont se voir dans les prochaines années et avoir un impact fondamental dans les prochaines années. Alors, peut-être pour compléter si tu permets, Mohamed. Je t'en prie, Khouya, je t'en prie. Voilà.
Pour compléter, donc les deux autres messages que je voulais passer, c'est aujourd'hui, on a aussi un autre changement fondamental qui s'est opéré d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, dans cette réflexion entrepreneuriale, c'est qu'aujourd'hui, on constate qu'on ne peut pas créer un modèle de développement économique s'il n'est pas basé sur l'innovation, sur la technologie et sur le digital. On ne peut pas créer et développer un modèle social s'il n'est pas basé sur la santé et l'éducation comme secteur prioritaire. Et on ne peut pas créer un modèle de valeur sociétale si ce n'est pas basé sur la confiance, sur la collaboration, sur la solidarité et sur la création de valeur. Donc, ces trois constats, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, encore une fois, c'est des choses qu'on a intégrées sans le vouloir, font qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle façon d'entreprendre qui a commencé à émerger, il y a une nouvelle, de nouveaux secteurs qui sont devenus prioritaires, qui ne l'étaient pas il y a quelques années. En tout cas, moi, je l'ai constaté, pas uniquement en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que business angel. J'ai constaté de plus en plus de projets entrepreneuriaux dans le domaine de la santé et de l'éducation. J'ai constaté de plus en plus de projets aujourd'hui qui viennent avec de la R&D, avec de l'innovation. Et j'ai constaté de plus en plus de projets avec une logique collaborative. J'ai eu la chance de travailler sur un certain nombre de projets au sein de l'entreprise qui ont été critiques dans la période post-Covid. Entre autres, la gestion de l'aide sociale qui a été faite juste après le Covid. On a mis en place un certain nombre de solutions aussi pour le compte de certains ministères, dont des solutions de gestion relatives au Covid. Et tout ça, ça a permis de changer de priorité. En fait, le résultat de tout ça, c'est qu'en tant que société, en tant qu'individu, on s'est dit, bon, l'éducation et la santé sont fondamentales, la technologie, l'innovation et le digital sont fondamentaux. Et donc, il faut essayer d'innover et de trouver des solutions à ce niveau-là. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose, c'est un déclic qui est important et qui, à mon sens, est aussi un résultat de cette crise et qui a un impact fondamental sur l'entrepreneuriat. Le troisième impact, je pense, qui est lié aux deux et que j'ai senti aussi, c'est que jusqu'à très récemment, on était… alors, je vais peut-être oser le terme, mais vous me permettez, je vais être impertinent si Mohamed, tu me permettras et tu me… Non, mais on était… je pense, sous protectorat industriel et sous protectorat, d'une certaine manière, économique et digital. Et je pense qu'après cette crise, on est aujourd'hui dans une logique où on ne peut plus se permettre d'être dans ces conditions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépendre technologiquement de l'international, on ne peut pas dépendre sanitairement de l'international. Et il y a un constat qui est en train de se faire au sein de l'État, au sein du tissu économique et au sein des entreprises, qui est un constat de dire qu'on a besoin de regagner une sorte de souveraineté sur un certain nombre de points. On ne peut pas dépendre aujourd'hui, on ne pouvait pas dépendre pour les tests PCR de l'international, il fallait que Macer travaille sur un projet. On ne peut pas dépendre sur les respirateurs, on ne peut pas dépendre sur les masques, on ne peut pas aujourd'hui dépendre sur les vaccins. On commence à le constater aujourd'hui d'une production à l'international. Et donc tout ça va conduire à une nouvelle mouvance entrepreneuriale qui va permettre de trouver des alternatives locales à cette dépendance ou ce protectorat économique qu'on a. On a vu le ministère du Commerce et de l'Industrie qui a lancé une banque de projets de substitution à l'importation. Et ça, pour moi, c'est un très bon pas dans cette direction. Et je pense qu'on verra d'autres initiatives dans le futur dans ce sens. Je pense que même le modèle de développement, il va être centré sur la création de valeur locale, sur la capacité d'être indépendant sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la recherche et sur le plan du digital, de tout aléa international. Et ça, je pense, là aussi, c'est une transformation fondamentale qui a été opérée sur l'année de crise, avec tous les défauts, avec tous les problèmes, avec tous malheureusement, les vies perdues, les personnes qui sont tombées malades. Il y a du bien qui a été gagné grâce à cette crise. Et s'il y a quelque chose à montrer, c'est ces 3 points. Pour revenir à la question, je vais peut-être terminer sur ça. Je ne vais pas parler de l'entreprise en tant que telle, mais ce que je voulais dire, c'est aujourd'hui, on est tous, en tout cas, on a été confrontés à cette situation. Et aujourd'hui, la seule issue que nous, on avait déjà dans le passé, c'est l'innovation. Je voulais dire aussi que, par exemple, le télétravail, c'est quelque chose que nous, on pratique depuis plus de 3 ans. On avait plus de 10% d'effectifs qui travaillaient à distance. Et donc, ça nous a conforté dans ce choix. Donc,
je pense que c'est quelque chose aujourd'hui d'inéluctable. Bien sûr, il faut trouver le bon mélange, le bon mix entre télétravail et travail dans les locaux. Il faut trouver le bon mix entre utiliser des outils digitaux et avoir du présentiel, du contact humain et de l'émotionnel. Mais en tout cas, ça, c'est aussi je vais appeler ça des takeaways qu'on a de cette crise. C'est premièrement innover, innover, innover. C'est se transformer en termes opérationnels pour changer la manière avec laquelle on fait des choses. Et si j'ai à terminer par quelque chose, je vais juste rappeler que dans chaque crise, il y a des opportunités. Je vais rappeler qu'en 2008, entre 2008 et 2009, de très belles entreprises comme Uber, Airbnb, WhatsApp, Pinterest et d'autres ont été inventées, ont commencé. Et donc, j'espère que les futurs de ces gens-là viendront du Maroc et qu'on aura, à travers cette crise, grâce à cette crise, avec cette crise, l'émergence de nouvelles solutions à l'international qui viennent du Maroc. Il faut savoir que dans chaque crise, il y a deux transformations qui s'opèrent, qui permettent ça. La première transformation, c'est une transformation de la demande, et on commence à le constater. Le consommateur change de manière de consommer, change de priorité de consommation. Et la deuxième transformation, c'est la transformation des équilibres dans les places de marché, les équilibres entre la demande et l'offre, parce qu'il va y avoir des acteurs qui vont disparaître, d'autres qui vont être créés. Et ces deux transformations vont faire émerger de nouvelles solutions innovantes, espérant que certaines viendront de notre cher pays. Merci beaucoup Zoher. Alors, entrepreneuriat d'espoir, entrepreneuriat d'espoir, magnifique. L'avenir est à tout ce qui est projet collaboratif, dans un processus focus santé, éducation, technologie. Ce processus est en marche et bien sûr avec cette sémantique qu'est l'innovation et l'innovation. Tout futur projet automatiquement doit porter une empreinte un petit peu digitale ou comment transformer, parce que c'est le moment ou jamais où nous voyons arriver de nouveaux concepts, de nouveaux mastodontes pour laisser la place, la crise reprise et donc automatiquement aujourd'hui l'esprit entrepreneurial en fin de compte. Est-ce qu'à Zoher, on a des études qui ont été faites pendant cette période sur l'acte d'entreprendre? C'est Mohamed. Alors, moi, j'ai participé à une dizaine d'études qui sont aujourd'hui au stade, on va dire, plus universitaire de recherche. Je pense qu'il y a eu aussi des études qui ont été faites au niveau public par un certain nombre d'organismes. Maintenant, je ne pense pas qu'on a le recul nécessaire pour pouvoir tirer des conclusions, en tout cas pas encore. Mais je pense que sur les prochains mois, je pense que l'année 2021 sera une année, à mon sens, où il faudra justement sortir les insights pour pouvoir accompagner ce mouvement entrepreneurial basé encore une fois sur l'espoir, l'innovation et le digital, la souveraineté. Merci pour cette souveraineté. J'adore ce processus de protectorat et souveraineté. Sincèrement, aujourd'hui, on pourrait être un peu plus libre dans notre façon de faire et notre façon de réaliser. Merci beaucoup, Zoher, pour ta contribution. Reste un peu avec nous parce que je sais que tu as un engagement tout à l'heure pour un petit peu répondre à d'autres questions. Alors, avec une transition voulue, William, je te fais appel pour introduire ton invité et pour aller dans le sens, justement, de véritablement aller dans tout ce qui est finance, parce que notre ami Jordan est expert comptable. À toi la parole, William. D'accord, bonjour tout le monde. Oui, alors je vais présenter Jordan Guédigui. Il est expert comptable inscrit à la compagnie régionale de Paris, auditeur associé groupe Université Paris-Dauphine et CPI. C'est un citoyen français d'origine centrafricaine qui opère en France. Jordan, alors il est d'emblée judicieux de préciser que les métiers de finance en France, comme partout ailleurs, requièrent un bagage de connaissances et compétences. Non seulement vous avez su supporter ce manteau d'expert comptable, mais vous avez aussi ouvert votre cabinet d'expertise comptable en France. Ce n'est un secret pour personne qu'un tel espoir nécessite des moyens colossaux dans un contexte où la crise
met en mal tous les efforts fournis. Alors, nous avons préparé quelques questions pour vous poser. Quelle est votre approche vis-à-vis de cette crise? Alors, bonjour à... Oui, mesdames, messieurs, bonjour. Moi, je laisse les Centrafricains entre eux, mais je suis toujours là. Je vous en prie. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi et j'apprécie. Alors, cette crise, bien évidemment, ça a été une surprise pour nous tous, hein, et il fallait effectivement prendre les mesures tout de suite et continuer d'avancer. Alors, pour moi, quelles sont les mesures effectivement qui ont été prises dès que M. Macron avait annoncé les 16 mars l'année dernière, effectivement, les mesures de confinement et toutes les conditions de travail à distance? Ça a été une difficulté. Mais ce qui étant, j'ai une chance, c'est que moi, comme mes autres confrères, je suis dans une profession qui est réglementée, c'est-à-dire que, alors je suis expert comptable et commissaire aux comptes, mais j'exerce plus en tant que commissaire aux comptes que expert comptable. Alors la partie commissariat aux comptes, c'est celle-ci qui est réglementée, c'est-à-dire que nous, quand on est nommé, en tout cas ici en France, en tant que commissaire aux comptes, nous sommes nommés pour 6 ans. On ne peut pas nous déloger de notre mission tant qu'on n'est pas arrivé à l'issue de notre mission, sauf si, bien évidemment, l'entreprise en question fait faillite. Ce qui fait que nous, on a été préservés pendant cette crise. C'est-à-dire qu'on a conservé nos missions. Il n'empêche qu'il y a quand même eu des difficultés. On a nos missions, on doit les réaliser, mais ça ne dit pas que les clients en question vont nous payer immédiatement. Donc, ce qui fait que ça génère d'autres problèmes. Tout à fait. Des trésoreries, des gestions, parce qu'effectivement, nous étions en confinement. Les missions s'organisent chez les clients. Alors, si j'ai écouté effectivement, vous avez parlé effectivement d'innovation, de technologie, mais si on n'avait pas été installé avec un minimum de matériel technologique nous permettant d'assurer nos missions à distance, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on aurait effectivement mis la clé sous la porte. Dieu merci, tout ça avait été fait en amont. On avait un système informatique nous permettant effectivement de réaliser nos missions à distance. Voilà. Les mesures ont été celles-là. On a pu travailler à distance et il y a d'autres mesures effectivement moi personnellement que j'ai pu mettre en place, sachant que je suis chef d'entreprise, dirigeant. Je pars du principe que pendant les temps de crise, les angoisses, les stress, c'est pour les chefs et non pas pour les collaborateurs. On doit effectivement continuer à motiver ces collaborateurs pour qu'ils puissent continuer à travailler dans de bonnes conditions et amener l'entreprise de l'avant. Alors, essentiellement, j'ai travaillé sur ces leviers-là pour effectivement continuer à faire fonctionner mon cabinet. Voilà pour répondre à votre première question. Alors, Jordan, je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, l'État français a aidé les entrepreneurs? Oui. Alors, on ne peut pas nier ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je vois au niveau de mes clients, par exemple, il y a des choses qui ont été mises en place, notamment les PGE, les prêts garantis par l'État, qui aujourd'hui, les entreprises, je viens de le dire, ont des problèmes de trésorerie, mais l'État, effectivement, a mis en place en France une possibilité pour les entreprises de souscrire des emprunts auprès de leurs banques. Ces emprunts sont garantis par l'État à hauteur de 90%. C'est-à-dire que la banque qui prête l'argent aujourd'hui à cette entreprise-là ne prend des risques qu'à hauteur de 10%. Si jamais demain les clients font faillite. La banque, elle prend des risques qu'à hauteur de 10%. Les 90% restants, c'est garanti par l'État. Moi, je ne vous citerai pas des noms, étant donné que je suis commissaire aux comptes et que je suis tenu par les secrets professionnels. J'ai des clients, deux notamment, il y en a un qui a pris 5 millions d'euros des PGE, alors qu'elle n'est pas dans le besoin. Elle a dit non, je prends, je ne sais pas où on va, puisqu'il y a cette possibilité-là qui est offerte par l'État, je prends ces 5 millions, je les garde avec moi et je verrai comment je vais rembourser. S'il faut les utiliser, je vais les utiliser. S'il ne faut pas, je n'utiliserai pas, je rembourserai. J'en ai une autre qui a pris 2 millions. J'étais chez eux la semaine dernière, dans les cadres de ma mission. Effectivement, ces 2 millions, ils ne les ont pas utilisés. Avec le dirigeant en question, on a échangé. Il m'a confirmé qu'effectivement, sur ces 2 millions, il va, d'ici le mois d'avril, rembourser à la banque le 1 million et conserver que l'autre million parce qu'on n'est pas totalement sorti de la crise. Donc, il y a des mesures qui ont été mises en place. Moi, dans mon cabinet, personnellement, je suis dans un immeuble qui appartient à la mairie, à la ville de Paris.
la ville de Paris étant un bailleur public, alors, il y a le ministre des Finances, M. le maire, est passé il y a de cela, je crois, 6 mois, à donner comment dire, à annoncer pas mal de choses, dont la possibilité pour certains bailleurs d'annuler des loyers. D'accord. La ville de Paris, par exemple, moi, m'a annulé 6 mois de loyer. D'accord. Vous voyez, il y a ces mesures-là qui sont non négligeables. Annulé complètement. Annulé. Ou je n'ai pas payé pendant 6 mois. Vous voyez, donc effectivement, ce sont ces mesures-là qui permettent à nous, entrepreneurs, aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, les angoisses et les stress, c'est pour les dirigeants. Donc, ces mesures-là nous permettent effectivement de modérer nos angoisses et nos moments de stress. Voilà. Super, super, super. Est-ce que le taux d'entrepreneuriat a augmenté? Est-ce que vous avez des chiffres, par exemple, par rapport à vos clients, de nouveaux entrepreneurs qui ont pris des initiatives spécifiques pour rejoindre ce que disait Zohair El-Khadissi tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont augmenté en France ou à Paris ou par rapport à l'expertise comptable? Alors, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, j'avais noté donc les noms de ce monsieur Zohair. J'ai bien aimé l'expression entrepreneur de désespoir, entrepreneur de l'espoir. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Je vais répéter ça plus tard. Mais c'est-à-dire que… Les droits d'auteur. Comment… J'ai pris le soin de citer effectivement l'auteur. Rassurez-vous. Voilà. Alors, bien évidemment, moi, je l'ai constaté. On est dans une situation de crise, mais vraiment des graves crises sanitaires et économiques. Et malgré cela, ce qui est assez bizarre, il y a des entreprises qui n'arrêtent pas de pulluler, hein, ça arrive de partout, hein, ça n'arrête pas de naître. Il y a des clients, effectivement, que j'ai cités tout à l'heure, je veux dire, leur chiffre d'affaires n'a pas pour autant baissé. On aurait pu imaginer, en fait, nous, en début de la crise l'année dernière, on pensait que ça y est, on partait à la catastrophe. Sauf que non, ils ont, pour certaines d'entre elles, elles ont fait jusqu'à 40% d'augmentation de leur chiffre d'affaires. Quel secteur, dans l'immobilier. Il y en a un qui est dans l'immobilier de luxe, et l'autre, elle est dans c'est une entreprise de négoce qui vend des grues. Hein, des grues, effectivement, les deux sont dans le bâtiment, mais distincts. L'autre fait justement quelqu'un dans le bâtiment qui va intervenir tout à l'heure. Voilà. Donc, ça n'a pas arrêté. Il y a vraiment du travail et je pense que ça va continuer comme ça. Cette crise, effectivement, bon, on dit quelque part malheureux, bon, mais bon, c'est assez étonnant. Le business continue à tourner. Super, super. Est-ce que vous avez d'autres compléments que vous pouvez conseiller les internautes nombreux qui sont sur le live Facebook, d'accord, par rapport à l'esprit d'entreprendre en cette période de Covid? Parce que, comme le disait tout à l'heure Mme Elkiran, il y a des gens qui vont sortir cette année en tant que Master 2 et ils sont déjà sur leur projet. D'accord? Est-ce que vous avez des conseils ou des orientations spécifiques à faire? L'école dans laquelle est Laetitia et William, elles forment pour tout ce qui est métier de la gestion, finance, marketing et force de vente. Alors, moi, si j'avais des conseils à donner, en tant qu'expert comptable commissaire aux comptes, nous sommes dans une profession où on ne chôme pas. Quelles que soient les crises qui arrivent, même la crise de 2008, hein, moi je l'ai vécu, hein, j'étais déjà… je n'étais pas encore associé aujourd'hui, mais j'étais collaborateur à l'époque. Malgré cette crise de 2008, qui était quand même une grave crise financière, aujourd'hui, on en paie encore les conséquences. Mais à cette époque-là, on avait toujours du travail. C'est-à-dire que nous, commissaires aux comptes et experts comptables, les entreprises ont toujours besoin de nous. Ils peuvent avoir une baisse d'activité chez eux, ils auront toujours besoin de quelqu'un pour faire leur bilan. Donc, si moi j'ai un conseil effectivement à donner à ces jeunes qui veulent effectivement se lancer dans le monde de l'entreprise, je trouve que notre métier de chiffre, c'est un beau métier. Oui. On s'épanouit, on rencontre beaucoup de clients dans des secteurs d'activité différents. Quelquefois même, on joue même le rôle des psychologues auprès de certains de nos clients qui sont dans des moments d'angoisse et de stress. Voilà. Et ils se confient à nous, ils nous racontent leur vie, leur entreprise, leurs projets. Et c'est beau, il faut y aller. Et on a besoin du monde. En ce moment, en France en tout cas, il y a une grosse partie d'experts comptables et commissaires aux comptes qui part à la retraite prochainement. Et il y a une carence. Il faut du monde pour les remplacer. Donc, il faut venir. Il y a du travail et il y a de la place pour tout le monde. Merci beaucoup, Jordan de Paris. Merci énormément pour ces informations. Restez encore un peu avec nous. Nous allons, après la finance, après la technologie et la finance, nous adresser vers la com, parce qu'on a besoin de chiffres.
On a besoin de technologie, mais on doit faire savoir les choses. Avec nous en direct, d'accord, nous avons Salah Ad-Din Mimouni et Mehdi Lacheche. Et je demande à mes amis donc Zoher Bennis, mais également Karim Bennaoui, de rester en ligne. Nous arrivons à tous ces sujets sans aucun souci. Salah Ad-Din Mimouni, bienvenue à bord. Merci encore une fois. Merci de nous consacrer ton temps, toi qui bouges, qui fais. Et pour cela, je vais demander à Kenza ou à Laetitia un petit peu de nous présenter Salah Ad-Din Mimouni. Allez, Laetitia ou Kenza, est-ce que vous serez gentil de présenter Salah Ad-Din Mimouni? Bien sûr, monsieur. Alors, monsieur Mimouni est un ingénieur d'État en informatique et doctorant en système d'information, mais également expert certifié en marketing digital. Il s'est engagé très jeune dans le processus entrepreneurial en tant que cofondateur de Rich Media Digital Agency et Massinar. Super, merci beaucoup, Kenza. Tu souhaites lui poser une question, Kenza, peut-être? Merci à vous, monsieur. Merci. Tu souhaites lui poser une question ou Laetitia? Bien sûr, monsieur. Oui, allez-y, ma grande. Alors, monsieur Mimouni, à votre avis, le digital peut-il être considéré comme levier de développement économique au Maroc? Bien. Alors, écoutez, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Voilà. Alors, Salah Ad-Din Mimouni, quand je l'ai eu en conférence un jour, d'abord, il m'a surpris par son enthousiasme, son dynamisme, et il m'a fait apprendre une chose que je connaissais depuis longtemps, mais il me l'a appris, il m'a dit, moi, j'aime l'argent. Et il a raison. Qu'est-ce que vous avez fait depuis maintenant 3 ou 4 ans alors, entre la question posée par Kenza et est-ce que vous êtes toujours dans cette dynamique, Salah Ad-Din? Ben, on est toujours à la recherche du bonheur, hein, et l'argent, c'est une des sources de bonheur, mais pas que. Mais voilà, donc, pour résumer, je reviens toujours à la question de Kenza, d'ailleurs, qui est très intéressante et pertinente. Aujourd'hui, est-ce que le digital est un des leviers économiques? Oui. Est-ce que ça peut créer un changement durant cette crise sanitaire? Encore une fois, oui, et on n'a pas le choix. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça représente une vraie opportunité, dans le sens où aujourd'hui, on peut concrètement présenter aux jeunes des projets avec un minimum de droits d'entrée ou de coûts d'entrée, avec une possibilité de mettre en place un projet avec le minimum de coûts qui ne nécessite pas de grands investissements. Aujourd'hui, on comprend parfaitement la situation, c'est que les banques ou les bailleurs de fonds ou sinon les investisseurs ne veulent pas plus ou moins prendre le risque ou au moins ils sont beaucoup plus réticents. Mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. On est quand même dans une pandémie que personne n'a connue avant. Donc, les gens, ils commencent tout de même à réfléchir 2-3 fois avant de prendre une décision. Ce n'était pas la même fluidité qu'on a senti avant. Aujourd'hui, moi, je suis à Dubaï et je l'ai senti. Ce n'est pas Dubaï que je connaissais avant. Ce n'est pas Dubaï de 2019. Ce n'est pas Dubaï d'avant la pandémie. Plein de personnes, ils ont quitté. Plein de personnes, ils sont rentrés chez eux. Beaucoup de boutiques ou de magasins ou de commerces que je connaissais, ils ont fermé. Donc, il y a quand même une situation de crise, il faut l'avouer. On est pessimiste, on est tout ce que vous voulez, mais on est dans la merde. On a quand même une crise, donc il faut quand même qu'on le comprenne, plus ou moins. Il faut arrêter de vendre le rêve aux gens ou de leur dire, tiens, soyez optimistes et ça va s'arranger. Ça va s'arranger, mais peut-être ça va prendre du temps. Donc, il faut peut-être prendre des mesures entre-temps. Peut-être il faut quand même comprendre que aujourd'hui, on est mené à changer un petit peu la situation, à dire les choses telles qu'elles sont et à vivre dans cette situation parce que peut-être ça va traîner. On a vu les vaccins un petit peu partout. Aujourd'hui, moi, j'étais choqué hier quand Macron elle a déclaré un 3e confinement à toute la France. Mais avec de pertes économiques, mais juste colossaux. Genre, on parle aujourd'hui d'une économie qui est en train de se déstabiliser, et des fonds d'investissement qui sont en train de changer, d'une courbe qui est tout à fait sinusoïdale et qui commence chaque jour à avoir de nouvelles variables. Donc, concrètement, on est dans une situation particulière et il ne faut pas le nier. Donc, aujourd'hui, quelle est la solution? La solution, c'est peut-être
de changer un petit peu notre plan sur le plan personnel. Il faut quand même un certain changement et il faut également un changement dans notre perspective de développement ou sinon d'investissement. Aujourd'hui, il faut comprendre que la conjoncture a fait qu'il y a de nouveaux métiers, il y a une obligation à une migration vers le digital, il y a de nouvelles opportunités, il y a un changement de comportement d'achat, un changement de comportement de consommation. On s'oriente beaucoup plus sur le digital, on commande beaucoup plus sur Internet, on utilise beaucoup plus le contactless, genre tout ce qui est solution d'intermédiation qui permettent en fait d'actionner c'est-à-dire une action donnée mais sans avoir un contact humain. Donc, il faut peut-être surfer sur cette vague et proposer au marché des solutions qui vont, c'est-à-dire partir en parallèle avec cette pandémie, avec ces circonstances. Donc, sur ce, elle est aujourd'hui véritablement clair que de nouveaux métiers ont commencé à voir le jour et de nouvelles perspectives ont commencé à voir le jour. Quels sont Salah Eddine, ces nouveaux métiers? Voilà. Donc, pour parler concrètement, aujourd'hui, nous, avant, pour vous raconter rapidement l'histoire, pour que vous mettre vraiment dans le bain, avant, je rencontrais énormément de clients qui avaient beaucoup de réticences au changement, notamment la transformation digitale. On connaît énormément de clients au Maroc qui ne voulaient même pas voir des sites web e-commerce parce qu'ils te disaient, tiens, le magasin, il marche bien. Moi, je veux driver des clients vers le magasin. Mais après la pandémie, après le confinement, on a vu que c'était ces gens-là qui faisaient appel à nous pour qu'on développe des sites web le plus tôt possible, le plus rapidement possible, pour pouvoir contourner cette problématique de drive to store ou ce qu'on appelle pour drainer du trafic vers les points de vente. Donc aujourd'hui, il y a un métier digital qui se crée à travers sinon ce qu'on appelle un entrepreneur digital. Donc, c'est un entrepreneur qui va créer son store ou son magasin sur Internet, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, ou sinon, de l'autre côté, on va dire un cadre supérieur qui va s'orienter vers le digital et challenger soi-même et peut-être s'ouvrir sur ces nouveaux métiers de community manager, de content manager, de traffic manager, de web designer, de web developer, etc. C'est énormément de métiers aujourd'hui qui voient le jour et qui permettent en fait de concrétiser un certain nombre d'actions sur le terrain, en l'occurrence sur le volet digital. Donc aujourd'hui, le digital, ça paye bien, mais il faut quand même intégrer la notion de l'agilité. Est-ce que les entreprises, aujourd'hui, les PME, les TPE, est-ce qu'ils sont capables d'être assez agiles pour respecter le marché ou pour au moins, c'est-à-dire respecter le changement que Covid aujourd'hui oblige? Donc, concrètement parlant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités qui ont vu le jour. En l'occurrence, on a vu beaucoup de success stories qui se sont créés en plein milieu de la pandémie, en l'occurrence des sites web e-commerce qui se sont créés, qui ont cartonné, le service de livraison qui ont commencé à cartonner également parce que les gens ils ont commencé à minimiser leurs déplacements faute de temps ou faute sinon de confinement qui commence à 20h ou à 21h. Donc, beaucoup de métiers qui ont commencé à voir le jour. Beaucoup de business qui se sont lancés sur Internet. Et croyez-moi, il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, pour lancer son projet sur Internet, ça ne nécessite pas un grand investissement. Et là, on revient au point de départ, là où je vous ai dit que les investisseurs, ils ont commencé à être réticents par rapport à ça. Mais il a rappelé que quand même, la solution aujourd'hui, c'est vraiment se lancer dans des petits business et commencer à scaler ce business jusqu'à… Salah Eddine, la technologie a ses règles sur lesquelles le live par moment prend un coup, mais nous sommes toujours en live avec nos internautes live Facebook, que nous remercions de leur véritablement présence parmi nous et leur assiduité. Je vais, le temps que mon ami Salah Eddine. Si vous permettez, M. Sti. Oui, je vous en prie, Lalla. Désolée pour cette interruption, mais en fait, je voulais saisir l'occasion pour rappeler à nos chers auditeurs que nous organisons un forum de l'entreprise
D'ailleurs, ça tombe très bien parce que la semaine prochaine, ça va être le jeudi 9 avril, le jour de l'organisation du Forum de l'entreprise. Donc, ça va être sous forme de conférences, de témoignages de lauréats et de salons de recrutement et autour de la thématique les secteurs recruteurs à l'horizon 2025. Voilà, donc je pense que ça tombe pile poil avec ce que M. Mimouni était en train de dire. Donc, c'est les secteurs qui recrutent actuellement. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Mais bravo, non, c'était véritablement la bienvenue. Alors, bien, en attendant que Salah Ad-Din Mimouni… Je suis là, excusez-moi pour… Tu es revenu, Salah Ad-Din. خلعتي لا التكنولوجيا خلعتيها سي ميموني. Je suis désolé. Donc, ouais, on disait, justement par rapport à ça, j'ai dit que j'ai remarqué qu'il y a énormément de projets qui ont commencé à voir le jour. Et l'avantage dans le Digital Assisty, pour répondre concrètement à votre question, c'est que ça ne nécessite pas un grand investissement. C'est ça ce qu'on essaie d'expliquer aux jeunes. Le fait de se lancer en parallèle, c'est vraiment une bonne idée parce que ça permettra à toute cette jeunesse de l'ESIG, d'ailleurs, que c'est une école là où je recrute moi personnellement énormément. J'ai travaillé avec beaucoup de stagiaires, j'ai travaillé avec beaucoup de collaborateurs que nous avons recrutés de cette école, franchement, qui ne cessent pas de nous, merci beaucoup, qui ne cessent pas de nous impressionner, ça veut dire avec des programmes très, on va dire… Je te prends au vol et je te désigne comme mentor de Kenza, Laetitia et William. Un grand plaisir. Voilà. Vous avez petit Mimouni le forum de l'entreprise. Voilà. En tout cas, les demandes d'El-Sisti, ce sont des ordres qui ne sont pas discutables parce que c'est un grand monsieur que je respecte beaucoup et qui m'a accompagné pour pas mal de… Et si vous permettez aussi, je n'oublie pas bien sûr de remercier encore une fois monsieur Benaoui, parce que vraiment, il nous a accompagnés durant ces 3 dernières années ou 4 dernières années de façon très professionnelle, donc avec tout ce qu'il propose comme technologie nouvelle par rapport aux techniques de recrutement. Merci encore, Monsieur Benaoui, d'accepter… On y arrive à Karim tout à l'heure. J'ai peur d'oublier, donc autant le dire maintenant. Donc, Kenza, Laetitia et William, vous avez déjà un stage avec un grand mentor qui est Salah Ad-Din. Il faut juste suivre son rythme. C'est ça le plus important. Ah oui, c'est une question de rythme et d'agilité. Alors, comme mot de la fin, avant de donner la parole à Mehdi Lachache. Très bien. Donc, pour finir, alors moi, je vois ici sur le live, il y a beaucoup d'étudiants qui nous suivent. Et si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas dans la même situation qu'il y avait avant la pandémie. Je parle notamment aux lauréats qu'on va avoir cette année ou sinon l'année prochaine. Vous allez être face à une situation très particulière, les amis. Il faut le savoir. Le marché de l'emploi, il a beaucoup changé. Alors, il faut vraiment parler de la réalité des choses. Vous n'allez pas trouver les mêmes opportunités qu'il y avait avant. On est en crise, il faut le comprendre. Mais vous inquiétez pas parce qu'aujourd'hui, avec le digital, vous pouvez avoir énormément d'opportunités en parallèle. Il ne faut pas attendre le salaire, il ne faut pas attendre le business, le travail, ou c'est-à-dire d'être embauché par une entreprise. Vous pouvez en parallèle vous lancer dans l'entrepreneuriat. Croyez-moi, c'est un métier passionnant et vous allez adorer comment vous pouvez vous développer crescendo, c'est-à-dire essayer de scaler le business petit à petit et voir l'ensemble c'est-à-dire des paramètres, en l'occurrence sur la partie RH, sur la partie finance, sur la partie comptabilité, sur la partie business development, sur la partie prospection, sur la partie commerciale. Donc, tout ça, c'est des aspects que vous pouvez voir en tant qu'entrepreneur. Du coup, moi, je vous invite tous d'ailleurs à penser à ça comme étant une deuxième source peut-être de revenus si vous arrivez à trouver un emploi, ou sinon, ça peut être vraiment une vraie source de revenus. Mettez toujours le chiffre d'affaires devant vos yeux, mettez toujours votre passion ou vos rêves, vos objectifs devant vos yeux, parce que c'est très important de penser aux objectifs, parce que c'est ça ce qui va nous permettre vraiment d'avancer. Aujourd'hui, je comprends qu'il y a beaucoup vous pouvez être dans des situations un petit peu particulières face à la pandémie, face aux examens, face au stress familial, etc. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on met des objectifs devant nous, on va y arriver coûte que coûte. Mais si et seulement ici, on essaye de réitérer,
et dans le travail, c'est-à-dire avec une certaine agilité. Test and learn, test and learn. Ça veut dire il faut comprendre qu'on ne va jamais réussir dès le premier coup. Il faut absolument tester le premier projet. Ça ne va pas marcher. Le deuxième projet, ça ne va pas marcher. Mais à un certain moment, vous allez y arriver. Croyez-moi, vous allez y arriver. Donc voilà, merci encore une fois, Sisti. Merci, merci Salahuddin. Et sans transition, Mehdi Lachèche, avec qui nous allons vivre une expérience, je pense, et je suis convaincu, intéressante. D'accord? Mehdi Lachèche, tu es avec nous? Oui, absolument. Absolument, absolument. Alors, d'abord, on va te présenter. Je vais demander à Laetitia de le faire. Et après, on va te demander, tu as osé pendant la crise, même si tu avais pensé avant la crise. Parce que moi, j'y suis un petit peu en recherche et développement. Et tu vas nous dire comment tu as fait. Et aujourd'hui, Euphénéo Skills Academy, qu'est-ce qu'elle apporte comme valeur ajoutée? Toi, un jeune et plein de potentiel. Laetitia, aurais-tu la gentillesse de nous présenter M. Mehdi Lachèche? Oui. Ok, avec plaisir. Laetitia, tu as un petit souci, je pense, dans la salle où tu es. Bon. Kenza? De présenter M. Echech. Oui. Alors, il est engagé professionnellement dans plusieurs missions au Maroc et à l'étranger, avec une expérience avérée dans le monde de la communication, le marketing et l'événementiel, fondateur de l'agence Mindshift et expert en growth marketing. Alors, quelles sont les questions que tu souhaites poser, Laetitia? Parce que là, je te reprends. Laetitia? Laetitia? Bon, elle a un petit souci au niveau de sa connexion, mais ce n'est pas un problème. Merci Kenza de cette présentation. Alors Mehdi Lachèche, comment présentez-vous les choses et comment vous, un promoteur, un entrepreneur, a décidé en pleine crise de croire en des lendemains meilleurs? J'arrive. Oui, Mehdi. Merci beaucoup, Si Mohamed, pour cette introduction. Merci à l'ESIG pour cette invitation et merci beaucoup à Kenza, Laetitia et alors j'ai pas retenu et William, effectivement, pour toute l'organisation, pour tous les efforts. Donc en fait, Si Mohamed, tu m'as tendu un petit peu la perche en posant cette question. C'est vrai que je me suis pas vraiment attendu à cette question d'oser pendant la crise. Mais peut-être avant de répondre à cette question, je vais commencer par partager un peu ma vision et mon avis autour de la question de l'approche entrepreneuriale post-Covid. Donc, commençons par l'impact de la crise sur l'entrepreneuriat. Alors, tout d'abord, on s'accorde tous à dire, ça a été dit par Zohir, ça a été repris par Salah, ça sera repris, ça a été repris également par le monsieur qui est à Paris. Donc, la crise Covid, c'était vraiment une situation de surprise. Donc, nous étions vraiment pris d'assaut et nous ne nous attendons pas du tout à une telle disruption. Donc, on parlait beaucoup, c'est un mot qu'on utilisait beaucoup avant la crise du Covid, mais je pense qu'il a trouvé tout son sens avec cette crise-là. Donc, je me rappelle, bon, moi, j'étais en début 2020, j'étais en voyage, j'étais en Malaisie, donc j'étais en Asie, où j'ai vu déjà, en fait, qu'il y avait en fait un certain bruit autour du coronavirus, mais je n'ai jamais pensé que c'est quelque chose qui va arriver jusqu'au Maroc. Bon, j'étais en tout début 2020, donc j'étais fin janvier, début février, et puis fin du mois de février, je suis parti en fait en déplacement en France, où je voyais un petit peu les gens porter les masques dans les métros, où je voyais déjà que ça commençait à s'exciter et tout ça, mais j'étais persuadé au fond de moi qu'en fait, jamais ça n'arrivera au Maroc parce qu'on a vu d'autres cas auparavant, des cas de virus.
Mehdi Lachache? Oui. Oui, Sidi. Oui, alors moi j'arrive à vous entendre. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Super, super. Il y a juste un petit truc comme ça qui part et qui revient. C'est les aléas du direct et de la connexion. Ah d'accord, très bien. Donc je disais en fait que je ne pensais pas que c'est quelque chose qui va arriver, autant plus qui va vraiment, qui va venir en fait créer une rupture avec le modèle, avec en fait tout le modèle qu'on connaît, le modèle entrepreneurial, le modèle de vie, avec l'ensemble. Donc moi, personnellement, pour moi, c'était une surprise. Mais par contre, en fait, le fait que je n'y croyais pas du tout avant que ça n'arrive, en fait, ça s'est transformé. Et au moment où c'est arrivé, donc je me suis dit, voilà, donc on y est. Et c'est pas quelque chose qui va s'arranger du jour au lendemain, que c'est quelque chose qui va être là pour un certain moment. Donc à ce moment-là, donc moi j'ai juste pour les auditeurs en fait qui me connaissent pas beaucoup, donc moi j'ai vécu la crise avec deux différents angles. Donc j'ai changé de secteur d'activité entre-temps. J'étais en fait dans un secteur qui est vraiment fortement impacté par la crise, qui est le secteur événementiel, où j'organisais en fait des événements professionnels, donc notamment des salons industriels, des forums, des événements d'entreprise, etc. Et, et voilà, c'est un secteur qui a été vraiment fortement impacté. Alors, quand j'étais en fait dans ce secteur d'activité, donc j'étais à ce moment-là, j'étais salarié. Donc directement, je me suis dit que c'est pas quelque chose qui va s'arranger rapidement. Et de toute façon, c'est une opportunité d'essayer quelque chose de nouveau. Donc d'essayer depuis un moment, je pense en fait à digitaliser l'événement, à digitaliser les rencontres, parce qu'au final, quand on revient au sens ou là plutôt aux bases des choses, ben, l'événementiel, c'est quoi? C'est de mettre en relation les gens. L'événementiel professionnel, on met en relation les gens pour créer des opportunités d'affaires, etc. Donc, je voyais toujours en le digital une opportunité de répondre à ce besoin avec une nouvelle façon. Donc voilà, direct, on a réfléchi et on a essayé vraiment, autant le corona est venu créer une rupture, autant on n'a pas essayé d'adapter les modèles qui existaient avant, mais on a essayé de créer un nouveau modèle d'événement, donc où on avait lancé notre premier événement pendant le mois de juillet. Donc, si tu te rappelles, si Mohamed, avec une logique de créer une plateforme. Donc, on n'a pas essayé de reprendre en fait ce qui se faisait déjà avant la crise, c'est-à-dire ce qu'on appelle les salons 3D, où on reprend un modèle de salon physique, mais virtuellement. On a vraiment essayé de créer une expérience digitale de participation et avec une logique de tester un modèle et de le garder même après la crise. Alors, donc, que fait aujourd'hui NeoSkills Academy? Alors, pour répondre à cette question-là, donc, je vais, si tu permets, si Mohamed, je vais peut-être parler de la transition, parce que moi, voilà, donc il y a eu un changement de secteur d'activité. Ce n'est pas, alors ce que j'aimerais dire, c'est que ce que je le faisais en tant que salarié. Je pilotais un pôle salon événementiel, mais je me considérais déjà un entrepreneur. Donc, oui, pour revenir ça, je peux le confirmer, Mehdi. Merci beaucoup. Alors, parce que entreprendre, en fait, c'est pour moi entreprendre, étant donné qu'on parle de l'entrepreneuriat, entreprendre, c'est construire un projet en quoi on croit. C'est se réveiller chaque matin et se dire qu'on va rajouter une brique à notre projet. Entreprendre, c'est croire en une idée, donc avoir déjà une idée et croire en cette idée et de travailler pour concrétiser cette idée-là. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, c'est ça entreprendre. Belle définition.
Donc voilà, donc pendant la crise, j'ai pas mal suivi l'évolution des choses, j'ai vu comment le digital prenait le dessus. J'étais déjà dedans, donc même si j'étais dans l'événementiel, mais j'avais déjà un pied dans tout ce qui est marketing digital, e-commerce, etc. Donc j'ai vu les chiffres, j'ai vu l'évolution des choses. Et j'ai vu un changement de comportement du consommateur, un changement qui n'est pas réversible. Donc, c'est une nouvelle façon de consommer. On a tous testé d'acheter en fait en ligne pendant la crise nos courses, des choses qui étaient vraiment improbables d'acheter en ligne. Et on a vu pas mal d'entrepreneurs, ils sont aussi pour moi entrepreneurs, donc même des petites épiceries, donc le khaddar en fait, des gens qui vendent même des besoins de première nécessité qui se sont digitalisés. Pour moi, c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Donc, ils se sont digitalisés. Moi, le khaddar qui est vraiment au bout de la rue, il a en fait, il a affiché un numéro WhatsApp pour passer les commandes et il livrait, etc. Bon, tout ça, je l'ai bien analysé et j'ai vu en ça l'opportunité. Donc, je me suis dit, déjà, je suis passionné par le digital et puis c'est vraiment le moment de faire le pas. C'est le moment de faire le pas, de lancer le projet et je n'ai pas beaucoup attendu pour le faire. Donc, je me suis direct lancé. J'ai effectivement lancé une agence en fait qu'on peut appeler une agence de performance marketing, de marketing de croissance et de e-commerce. Et à côté de cela, avec en fait des amis, nous avons lancé NeoSkills Academy. Alors NeoSkills Academy, c'est en fait c'est un centre de formation professionnelle qui a pour objectif de partager. En fait, on est un certain nombre d'experts et notre objectif, c'est de partager notre expertise avec des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat digital, notamment dans le e-commerce. Donc, on organise des formations courtes, très courtes, en fait, le temps d'un week-end, et on partage d'une manière pratico-pratique notre savoir-faire avec les personnes qui souhaitent se lancer en fait dans le digital. Alors, si tu permets, si Mohamed, juste pour continuer dans la lancée de ce que j'étais en train de partager. Pour moi, en fait, la crise est venue créer une situation d'incertitude et ceci a appelé aux qualités en fait de l'entrepreneur. Parce que cet entrepreneur, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui aime le risque et c'est quelqu'un qui sait, en fait, quand on parle du risque, c'est aussi quelqu'un qui sait saisir les opportunités. Et je reviens à ce que disaient Zouhir et Salahuddin. Donc, et c'est quelqu'un qui innove en continu, qui innove pour répondre aux besoins de ses clients, qui innove pour s'adapter aux besoins du marché, qui innove pour saisir des opportunités, etc. Donc, vraiment, la crise est venue appeler à ces qualités de l'entrepreneur. Donc, en fait, ces qualités-là qu'on a vues auprès des entrepreneurs marocains, franchement, moi, je n'étais pas surpris parce que on a vu plein d'entrepreneurs marocains qui ont rapidement, et là, en comparaison avec des entrepreneurs dans le monde, je pense qu'on était vraiment tous fiers de voir ça au Maroc, que ce soit des grandes entreprises ou même en fait des petits entrepreneurs, ils se sont adaptés très rapidement à la nouvelle situation de crise et ils ont su répondre positivement à cela. Donc, pour ne pas en fait trop monopoliser la parole, je vais finir par peut-être une conclusion où je vais essayer de répondre à une question, c'est qu'est-ce qui change en fait dans l'approche entrepreneuriale, quelles sont les bonnes pratiques peut-être aujourd'hui qu'un entrepreneur doit adopter pour réussir dans ce nouveau contexte, que certains appellent le nouveau normal. Moi, je pense que le modèle en fait entrepreneurial en fait, celui qui m'inspire aujourd'hui et le modèle que je suis personnellement,
c'est un peu le modèle de l'entrepreneur digital. Alors, il y a un certain nombre de bonnes pratiques dans l'entrepreneuriat digital qu'il faut suivre et qui, pour moi, aujourd'hui, doivent être repris par tout le monde, par tous les entrepreneurs. Alors, c'est quoi ces bonnes pratiques? Tout d'abord, je vais le dire, vous allez peut-être dire que vous le savez déjà. Alors, c'est d'abord en fait l'agilité. C'est parce que dans l'entrepreneuriat digital, il le disait encore Salah, il n'y a pas vraiment en fait je suis désolé, il y a un bruit, je ne sais pas si donc il y a des travaux à côté. Alors, voilà, donc ils se sont arrêtés. Donc, je disais que tout d'abord, dans l'entrepreneuriat digital, il n'y a pas vraiment, on n'a pas besoin de grands investissements pour se lancer. Et donc, on ose saisir des opportunités, on ose tester rapidement, en fait, des idées, et on ose agir rapidement. Mais également, l'entrepreneur digital, c'est quelqu'un qui est, je vais dire, en fait, entre guillemets, qui est mordu des chiffres. C'est-à-dire que chaque action est mesurée, elle est mesurée en temps réel et en fait, on ajuste, on apporte des ajustements à notre projet également sur le champ, donc très rapidement. Donc, c'est un peu le modèle en fait de gestion agile où on travaille en itération, on lance, on teste, on mesure et puis on adapte. Et c'est comme ça qu'on travaille. Et je pense que ça rejoint, donc si on va dans l'entrepreneuriat classique, plusieurs attendent plusieurs semaines, plusieurs mois avant de lancer un projet. Alors, il faut appliquer cette logique du minimum viable product, c'est-à-dire qu'il faut pas attendre à ce que son produit soit parfait avant de le lancer sur le marché. Bien au contraire, il faut lancer le produit avec bien sûr un minimum de fonctionnalités. Et là, je donne l'exemple. Je vous donne l'exemple en fait de Facebook quand il est lancé, il ressemblait pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui. Il ressemblait plus à une page Word, alors qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de choses. Il y a Messenger, il y a de l'intelligence artificielle qui est derrière, etc. Donc n'attendez pas beaucoup avant de vous lancer. Lancez-vous très rapidement. Testez en fait, recueillez les retours du marché et puis améliorez votre produit selon les préférences de votre marché. Parce que sinon, vous allez rester uniquement dans des hypothèses et peut-être que vous allez vous tromper, vous n'allez pas le savoir pendant très, très longtemps. Donc, troisième chose, en fait, c'est vraiment, je dirais, en fait, l'entourage. Quand entreprendre, en fait, c'est quelque chose qui se fait en groupe, c'est quelque chose qui ne se fait pas en solitaire. Il faut s'entourer avec de bons collaborateurs. Le modèle aujourd'hui, il veut que les collaborateurs soient autonomes. Il faut miser sur les talents et il faut donner une autonomie en fait aux collaborateurs. Et ils vont, je ne sais pas qui le dit, peut-être que c'est le fondateur de Nike qui dit faites confiance à vos collaborateurs, ils vont vous surprendre. Donc, moi, je vais rajouter qu'en plus des collaborateurs, il faut s'entourer avec un écosystème. Certains l'appellent mastermind, certains l'appellent, en fait, ça prend beaucoup d'appellations. Mais moi, je dis, entourez-vous avec des gens qui ont la même passion pour les projets que vous êtes en train d'entreprendre. Échangez avec eux. En fait, s'il y a quelque chose que j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas faire, c'est que n'essayez pas de copier des modèles qui existent déjà. Il y a des modèles de réussite. Peut-être que ça leur a réussi il y a 3 ans. Ça ne va plus réussir en fait aujourd'hui. Donc, essayez plus de créer votre modèle. Croyez en votre modèle et puis travaillez surtout. Alors, et je vais finir peut-être avec ça. Alors, un projet qui réussit, c'est d'abord une application, c'est d'abord en fait, ça se passe plus dans l'application parce qu'on peut avoir la meilleure idée du monde. Si l'idée n'est pas bien appliquée,
le résultat il sera pas vraiment génial. Par contre, on peut avoir juste une idée avec une force moyenne, je vais dire, ou une originalité qui est moyenne, mais si cette idée-là, elle est vraiment bien travaillée, en termes d'application de l'idée, on s'est donné en fait à fond, etc., et on a fait tout ce qu'il faut, croyez-moi, c'est quelque chose qui peut réussir. Voilà. Merci beaucoup, Mehdi. Vraiment, moi, je peux te dire une chose, c'est que l'entrepreneuriat te réussit, alhamdoulilah. Ça t'a donné encore plus de crédibilité, plus de sagesse, plus de charisme, parce que je t'ai connu dans les deux statuts. Et Allah youfrak, en mon nom personnel et au nom de tous les internautes qui te suivent, tu nous as donné véritablement une feuille de route pour un entrepreneur qui veut réussir. Merci beaucoup, Mehdi. Il y a une question très pertinente de Madame Benkiran avec laquelle j'épouse parce que c'est vrai. Zohair a parlé de digital, Sahahdin a parlé de digital, son importance. Mehdi a parlé de digital également. Mais Madame Benkiran a une question très pertinente et je me permets avec sa permission de la poser. Est-ce que toutes les entreprises peuvent se mettre à jour face à la crise, même pour des activités comme le tourisme ou l'hôtellerie, car même en digitalisant, comment convaincre le consommateur à réserver, par exemple, une chambre d'hôtel avec toutes ces restrictions? Alors, qui de Mimoun, qui de Salahdin, qui de Zohair ou qui de Mehdi souhaite répondre? Alors, si vous permettez, je vais essayer de répondre rapidement pour ma part. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on a félicité en fait des entrepreneurs qui ont été résilients, qui ont été réactifs face à la crise. Maintenant, il ne faut pas prendre la question d'un côté individuel parce qu'il ne s'agit pas uniquement des qualités de l'entrepreneur. Il y a certains domaines où la crise elle a été vraiment elle a été très méchante, si on veut dire, où il n'y avait pas vraiment, où il y avait pas en fait vraiment de solution. C'est le cas notamment en fait, par exemple, certains moments en fait de l'hôtellerie, c'est le cas en fait d'autres secteurs comme l'événementiel. C'est même si en fait il y a eu des tests et qu'il y a en fait que en fait les professionnels d'événementiel essaient de réinventer le modèle, etc. Mais je pense que ce n'est pas 100%, c'est pas ça à 100%. Alors pour maintenant, c'est vrai que en fait la digitalisation est une solution qu'il faut adapter au contexte local à chaque fois. Donc moi, je vais pas répondre en fait je vais répondre plutôt en fait à la question de comment convaincre un consommateur à réserver une chambre d'hôtel par Internet, mais je vais répondre par en fait un contexte que je connais particulièrement, qui est le e-commerce. Alors, le e-commerce, donc on sait qu'il y a pas mal que le consommateur marocain, jusqu'à il y a quelques semaines ou quelques mois, il était très réticent à l'achat en ligne parce qu'il n'était pas très confiant d'acheter en ligne, etc. Il avait des doutes, peut-être qu'on va lui voler son argent, qu'on va jamais le livrer, etc. Donc, et en fait, par exemple, au Maroc, pas uniquement au Maroc, mais au Maroc et dans d'autres pays, il y a eu l'invention d'un nouveau mode de paiement. Donc, on appelle le COD, le Cash on Delivery, le paiement à la livraison. Alors, en Europe, le moyen ou là aux États-Unis, etc., où le e-commerce a vu sa genèse, donc qui parle de e-commerce, il parle forcément de paiement en ligne. Donc, on achète et on paye par carte. Alors, dans des pays émergents tels que le Maroc ou d'autres pays, donc même le Moyen-Orient, bon, il y a des pays d'Afrique où ils ont d'autres solutions que Zohair pourrait étaler mieux que moi parce qu'il les connaît mieux que moi. Donc, ils ont tout ce qui est mobile cash, etc. Ben, on a réinventé le modèle et on a créé quelque chose qui nous permet à la fois de vendre en ligne et qui laisse le consommateur à l'aise et qui l'encourage à vendre en ligne. Et maintenant, le digital, au-delà, si vous permettez, en fait, au-delà d'un moyen de commercialiser des produits ou quoi que ce soit, le digital est devenu aujourd'hui vraiment inéluctable à une activité entrepreneuriale.
parce qu'il faut une entreprise donc prend des décisions. Alors, on parlait tout à l'heure de l'incertitude, on parlait en fait du risque, etc. Ben, l'incertitude, elle est par rapport à une situation qu'on ne connaît pas parce qu'on n'arrive pas à prendre des décisions qui sont… On n'arrive pas à prendre des décisions parce qu'on n'a pas assez d'éléments. Sinon, on prend des décisions à l'improviste. On ne prend pas des décisions qui sont fondées sur la data. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas naviguer vers une entreprise sans avoir un système d'information. C'est le minimum. Aujourd'hui, une entreprise, elle doit être capable de collaborer en fait, indépendamment d'un lieu géographique. Donc, il faut qu'on ait des moyens pour collaborer même à distance. Donc, qu'on soit petite ou grande entreprise, il faut s'équiper de ces moyens-là. Voilà, donc c'est un petit peu ma… Merci beaucoup. Merci. Zouheir, tu souhaites apporter un élément de réponse avant de passer à Karim Bennaoui et à Zouheir Bennis? Très rapidement, je pense que Mehdi a dit l'essentiel, mais ce que je voulais dire, c'est exactement, je rejoins Mehdi sur ce qu'il vient de dire à la fin, la transformation digitale ne touche pas que la relation client, elle touche la relation client, l'expérience client, elle touche les process internes. Donc, on peut aussi utiliser le digital pour optimiser des process internes, minimiser les coûts, surtout dans un contexte de crise. Donc, il y a la recherche de nouveaux clients, il y a l'optimisation de coûts en termes de crise, et il peut y avoir aussi, le digital peut être utilisé pour transformer des business models. Je vais juste donner un exemple. Par exemple, aux États-Unis, les hôtels se sont convertis à des lieux de télétravail. Donc, un certain nombre d'hôteliers ont proposé à des gens pendant la journée la réservation de chambres d'hôtel pour que ça soit utilisé dans du télétravail. Ça, c'est un exemple d'innovation qui, de toute façon, ne peut marcher que si on arrive de manière très agile et très rapide à atteindre des clients qui ont besoin d'environnement pour télétravailler. Donc, c'est vraiment le mélange entre un peu d'innovation et pas mal de digital qui permet de faire ça. Maintenant, je termine juste par dire que quand on parle de transformation digitale, dans transformation digitale, il y a 90% de transformation et 10% de digital. Donc, il ne faut pas rester sur l'outil, il ne faut pas rester sur l'outillage ou l'outillisme, mais il faut vraiment aller vers le changement de paradigme pour faire en sorte que la collaboration en interne soit digitale, que la culture soit digitale, que la manière avec laquelle on traite le client est digitale. Et donc, derrière, ça permet d'aller plus vite. C'est le cas de Airbnb, d'aller plus rapidement, d'atteindre plus rapidement les clients, de scaler en dehors de son territoire, etc. Voilà, donc je termine sur ça et merci. Merci Zoé. Alors, Laetitia, tu es toujours avec nous? La connexion est meilleure? Oui, je suis là. Oh, magnifique, Laetitia, on entend ta voix, c'est magnifique. Alors, qui de M. Bennis ou de M. Bennaoui souhaites-tu interpeller? Je te laisse libre. Laetitia? Oui, monsieur. Il y a un retour chez toi, je crois que vous êtes avec William et que William a ouvert son PC. Bon. Ok, on a du mal avec vous pour la connexion, Laetitia. Kinza? Oui, monsieur. Kinza, qui de M. Bennaoui ou de M. Bennis? Ils sont tous les deux des B, à vous de choisir. Je vais présenter M. Karim Bennaoui. Et M. Bennis nous excusera mais après avoir mis en place les choses, on va construire également avec M. Bennis. Oui, la Kenza, aurais-tu la gentillesse de nous présenter M. Bennaoui, un grand des grands? Bien sûr, monsieur. Alors, M. Bennaoui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Alors, M. Bennaoui est le directeur général chez CV Parcé, Wanema, consultant, formateur RH et spécialiste des questions relatives à la gestion de carrière et compétences en capital humain. Merci, Kenza. Merci, Abnsi. Karim, marhaba bik ou alf marhaba. C'est un réel plaisir chaque fois. J'espère que bientôt on se verra en live et en présentiel. Alors, les RH, avec tout ce que cela suppose, parce que les entreprises ont été mises dans une nouvelle situation, et les travails. On pense même que même si la pandémie part, on va rester dans ce processus. D'accord? OK. Alors, les écoles ferment, ouvrent, distanciel, présentiel, plateforme, Zoom, et tout ce qui va avec. Alors, toi, en tant que spécialiste avéré, qui a déjà
moi, je t'ai connu dans un salon et tu m'avais vachement impressionné. Tu avais déjà pensé à anticiper, sincèrement. Et je pense qu'avec ces créations que tu as fait de RH Value ou de CV Parser, c'est très intéressant. Je te laisse la parole. Comment la digitalisation peut soutenir le RH en ces temps de crise? Et est-ce que l'accélération de la mondialisation de l'accès à l'Internet et des possibilités de pénétration du marché en raison des conséquences liées à la nécessaire distanciation physique causée par la pandémie peut avoir des conséquences irréversibles sur le comportement des générations futures? Oui, c'est Kalim. Très bien. Alors, merci Sisti pour l'invitation. C'est toujours un réel plaisir, en fait, justement, d'assister autant que participant dans ce genre d'événements que je juge par moi-même intéressant. Je remercie également, en fait, les sites pour l'invitation. Alors, je vais revenir, en fait, justement, sur le rôle, en fait, justement, de la digitalisation au service des ressources humaines. On a des exemples concrets dans ce sens-là. Avant, j'aimerais bien, en fait, ça paraît un petit peu paradoxal, j'ai envie de remercier quand même, en fait, malgré sa méchanceté, malgré la souffrance, malgré la sensation du peur, ce maudit virus, coronavirus, qui nous a permis, en fait, qui nous a donné l'occasion de valoriser, de revoir le modèle, de se remettre en question, de mettre, en fait, la santé au cœur, je dirais, de nos préoccupations, de relations familiales. Franchement, moi, je peux vous dire, en fait, que coronavirus m'a permis un petit peu de me remettre en question. C'est vrai, j'ai anticipé, comme vous l'avez cité tout à l'heure, sauf la période de 1 an, confinée, m'a poussé, en fait, justement, à dire où je suis, où j'y vais, où j'étais. D'accord? C'est des 3 grandes questions. Et là, en fait, je ne suis pas le seul. Je prends l'exemple de Newton, qui est derrière, je dirais, la théorie de la gravité, en fait, universelle. C'était pendant le confinement de la peste en 1666. Il a poussé, en fait, justement, à faire sortir, en fait, la célèbre formule, en fait, justement, de la gravité universelle. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on avait le nez dans le guidon et le quotidien prend dessus et on n'avait pas l'occasion, en fait, de se poser des questions, d'accord, de réfléchir aussi. On a été bandés, d'accord, les yeux bandés. Maintenant, en fait, aujourd'hui, moi, j'aime bien, en fait, la citation de Pascal, le propre de l'homme est de penser, d'accord. Le Covid, il nous a poussé, malgré nous, à rester assiégés. Et on était libre dans nos actions, et pour nous, on était en fait libre. Or, finalement, on était esclaves, en fait, justement, de la société et du quotidien. Alors, certaines personnes, en fait, ils ont profité de la situation pour réfléchir, pour anticiper, what's next, pour positiver, pour dire, écoutez, comment je peux, en fait, vivre la situation actuelle du confinement et qu'est-ce qui va se passer après. D'accord? On commence un petit peu à anticiper. Vous l'avez remarqué à travers pas mal d'entreprises qu'on anticipe, digitaliser, on va revenir par la suite. Maintenant, en fait, j'arrête le remerciement, en fait, de Covid. J'espère que ça va passer, d'accord? Et on passera, en fait, justement à notre vie normale, mais cette fois-ci avec des valeurs, avec une vision claire pour y aller. Alors, maintenant, pour répondre, en fait, à la question de ce style, en fait, digitalisation, et je trouve que c'est le discours, en fait, aujourd'hui de toute personne. C'est la sauce partout. C'est beau de digitaliser, et là je rebondis en fait justement sur la remarque, la deuxième remarque de Césaire, c'est un outil. Aujourd'hui, on parle de la transformation par le digital. D'accord? Il y a en fait, on ne parle même pas de transformation digitale parce que la phrase n'est pas correcte. On transforme par le digital. Mais on va transformer pour quelle finalité? J'ai vu en fait que tout le monde en fait aujourd'hui veut un petit peu digitaliser, mais pour répondre à quel besoin? D'accord? Excusez-moi, c'est pas forcément la digitalisation, la solution aujourd'hui. J'ai vu en fait aujourd'hui des business mobiles, des fleuristes en fait le 14 février qui se sont déplacés à côté des maisons pour un petit peu liquider. Pas tout le monde aujourd'hui qui peut, je dirais, s'adapter avec le monde IT. Alors, prenons l'exemple en fait de CV Parser parce que moi en fait j'ai eu l'occasion RH Value, ça fait 8 ans, voire même 9 ans en fait qu'on est sur le marché.
à 32 ans, j'ai décidé en fait justement de lancer RH Value et vous étiez en fait justement la personne qui nous a en fait justement remercié et consacré en fait justement le trophée. Après, en fait, il y a en 2017 exactement, j'ai pris 2 donnes, d'accord? Une donne sociétale, d'accord? Et une donne organisationnelle. La donne sociétale, c'est l'arrivée en fait justement des digital natives, d'accord? C'est une génération ultra connectée sur les téléphones, les smartphones, et qui ont cette aptitude, je dirais, de manipuler le téléphone, de comprendre le système, etc. D'accord? Qu'il fallait prendre en considération. Et la deuxième donne, aujourd'hui, c'est la donne organisationnelle, que l'entreprise est en train de se muter, mais la cadence a changé dernièrement. Le télétravail, juste pour corriger, il existe depuis 1930. C'est un ingénieur, en fait, aujourd'hui aux États-Unis, qui a lancé, en fait, le lancement ou bien la construction d'un immeuble à UK, d'accord, en télétravail, avec le télégramme, etc. Ce n'est pas nouveau. Maintenant, en fait, la cadence, il est devenu, en fait, plus rapide. Et aujourd'hui, il y a, avant même le Covid, on avait, en fait, le H1N1, en fait. Aujourd'hui, 2008, j'ai monté moi-même un plan de continuité d'activité quand j'étais, en fait, justement responsable ressources humaines pour Mrs. 2I. Mais rapidement, la mémoire humaine est très faible, d'accord? C'est-à-dire, aujourd'hui, ces 2 donnes m'ont poussé, en fait, justement à dire il faut que je lance un produit. Et je répète, en fait, que le propre de l'homme est de penser, d'accord? Et avec quelle finalité? On répond à quoi exactement? C'est ça, en fait, la question. L'outil, l'informatique, la digitalisation, messieurs, dames, c'est un outil parmi d'autres. Le plus important, c'est le métier, c'est la matière grise, le temps de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire exactement? Ça peut être, en fait, justement, la vente, en fait, des produits sur Internet, ça peut être un fleuriste. Pas forcément. Ce que je veux souligner, c'est que n'ayons pas dans la digitalisation, parce que qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils ont marre, en fait, aujourd'hui, d'être dans des webinaires. On a envie, en fait, justement, d'aller rencontrer des gens, respirer. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait, il faut toujours anticiper et dire, est-ce que la digitalisation va nous permettre, en fait, aujourd'hui, d'atteindre notre objectif? Oui, ça peut être un outil parmi d'autres. D'ailleurs, en fait, aujourd'hui, dans les forums de recrutement, les forums, en fait, justement, je dirais, d'événementiel, on parle des formules hybrides. Vous voyez ce que je veux dire? La digitalisation, ou bien la transformation par la digitalisation, c'est un moyen comme d'autres. Comme c'est le marketing, sauf la digitalisation, aujourd'hui, elle est liée à la technologie, elle est liée, en fait, justement, aux applications, aux sites, etc. Il ne faut pas oublier aussi un point très important de la digitalisation qui est en fait aujourd'hui des nouvelles lois qui vont voir le jour. Et on a déjà la loi 0908 qui est la protection des données personnelles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire aujourd'hui, ça peut être en fait le revers de médaille. Si votre projet n'est pas bien étudié, d'accord, ben demain, en fait, aujourd'hui, si vous voulez en fait s'installer à l'étranger, il y a la RDGP, il y a ici au Maroc la CNDP, et tous ces composantes, il faut les prendre en considération et dire en fait aujourd'hui, je dois proposer une solution digitale, éventuellement, si l'outil va permettre en fait aujourd'hui de scaler, d'accord? Et le plus important, c'est le métier. Vous voyez ce que je veux dire? Ne restez pas focalisé sur l'outil parce que si vous n'avez pas un bon produit, même si vous mettez en fait le meilleur site, meilleure application qui ne répond pas en fait justement à un besoin physiologique ou secondaire, ça ne va pas marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, en fait, aujourd'hui, à CV Parser, en 2017, on est parti sur ces données-là et on avait une problématique qui est le traitement des CV. D'accord? C'est-à-dire on recevait énormément de CV et on peut passer à côté d'un bon CV. Pourquoi? Parce qu'on est inondé. Quand on passe une annonce, généralement, on reçoit, selon l'autorité d'entreprise, on reçoit en fait du 20 jusqu'à 100 CV par annonce et parfois ça peut être plus, 600. Et face à cette massification des CV, on s'est dit, ça sera bien en fait justement d'avoir une solution qui nous permet en fait justement de recevoir le CV, d'accord, de l'analyser, première qualification, à travers l'intelligence artificielle. C'est la raison, le mot parsing, c'est de l'analyse un petit peu sémantique. Vu que j'avais en fait des origines en fait justement dans le IT Arcos Conseil et Technologie, je savais que le parsing existait déjà à travers une technologie OCR.
D'accord? Alors, on a commencé à travailler depuis 2017, à rédiger le cahier de charge, à lancer les consultations. Et comme je vous ai dit, c'est plus du métier que de la technologie. L'outil, ou bien la technologie, c'est un outil parmi d'autres. L'intelligence mère, c'est le métier. D'accord? Et de mettre en fait tout le processus. Et finalement, on est sorti avec une solution qui répond à un besoin physiologique en matière de traitement de CV. Et l'année 2020, c'était l'année de commercialisation pour CV Parser. Et on a bouclé l'année en pleine crise avec 5 grands contrats, des grands comptes, genre Margin. D'ailleurs, les bornes sont installées. Et pendant le confinement, nous avons jugé nécessaire de mettre en place une borne intelligente. Et c'est avéré par la suite qu'on est les seuls au monde qui disposent en fait justement de cet outil-là. Bien sûr, le contexte du Maroc, l'Afrique aussi, le CV papier. Je peux vous la montrer, je peux partager avec vous en fait justement la photo. Ça donne en fait justement cette borne-là, d'accord, intelligente, qui permet en fait justement de récupérer le CV, quel que soit son format, d'accord, et les analyser, trier, d'accord, et envoyer directement chez le recruteur, avec en fait justement le contenu. Voilà. Revenons en fait justement pour… Oui, c'est Steve, je vous écoute. Alors aujourd'hui, votre secteur à Karim, il se porte comment et comment vous faites? Parce que vous avez vu aujourd'hui que la digitalisation a peut-être apporté une solution à la gestion de crise, même si, comme le dit Mme Benkiren, la digitalisation ne remplacera jamais la vente physique, hein, car le consommateur a besoin quelque part de vivre une expérience sensorielle. Comment les RH se sont comportés dans cette gestion de crise? Est-ce qu'on a fait plus appel à leurs compétences ou comment ça s'est passé? Alors, l'exercice, encore une fois, excusez-moi, je vais être toujours en fait optimiste, c'est Steve. On est toujours optimiste. Exact, on a intérêt. Oui. Il y avait en fait pas mal de DRH amis qui s'appellent et à chaque fois ils se plaignent, d'accord, de dire dépistage massif, des salariés moins résilients, plan social aussi. Merci, pardon. D'accord. Et moi, je leur disais, écoutez, c'est un très bon exercice pour les ressources humaines. D'accord. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas, en fait, bon, je n'espère pas, mais dans votre vie, dans votre carrière professionnelle… Mehdi, tu seras gentil de te mettre en mute. Voilà. Merci. Et je leur disais tout simplement que, et je l'espère que ça ne va pas s'arriver encore une fois, que dans votre carrière professionnelle, vous n'aurez jamais cet exercice intéressant. Et comme disait en fait Najib Mahfoud, je passe sous votre contrôle à Sisti, Al-Madi ma nuhibbu, Al-Hadir ma nu'ani, Wal-Mustaqbal ma nakhsha. Ce qui fait en fait aujourd'hui, après, une fois on va faire le bilan, on va rester nostalgique par rapport à comment on a géré cette capacité d'adaptation, cette agilité de résoudre des problèmes, de venir en fait en aide à des salariés moins résilients, à la solidarité. Et les Marocains, ils ont fait preuve en fait d'esprit de solidarité grandiose. Au-delà en fait justement du fonds en fait justement supervisé par Sa Majesté que Dieu l'assiste. Les Marocains aussi, entre eux, d'accord, ils ont pu en fait justement faire appel à eux, entre eux, et s'entraider. Ce qui fait tout ça, ça va être de l'histoire, mais on va penser à la chose autrement. Ce qui fait les DRH aujourd'hui, ils ont été face à une situation difficile, d'accord, des salariés moins résilients, dépistage massif, gestion de trésorerie, changer leur process et faire fédérer les gens qu'il faut faire comme ça, c'est une conduite de changement. Ce qui est magique, c'est qu'au bout de 48 heures, si tout le monde a switché vers le digital et vers des nouveaux process. Or, la conduite de changement, je passe sous votre contrôle, on a galéré pour parler de la cristallisation, l'adaptation, etc. Pourquoi? Parce que tout le monde, il n'a pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas le management par la terreur ou bien par la peur. Mais les gens, aujourd'hui, je crois, ils ont pris en fait cette conscience en fait qu'il faut faire les choses autrement. Anticiper, c'est bien, mais je ne veux pas que tout le monde va vers la digitalisation. Non, c'est un outil, d'accord? C'est la transformation qui est le métier par la digitalisation. Voilà.
Merci Karim, tu restes avec nous en ligne avec la permission et le respect que je te dois. Alors Laetitia, cette fois-ci, on t'a en direct et en live, c'est bon? Alors tu nous présentes M. Zohair Bennis. Exactement. Laetitia? Alors, monsieur, il est ingénieur en bâtiment, fondateur de Contractif Général en bâtiment à Paris. Alors, monsieur Bennis, les études nous montrent que le secteur de BTP connaît une certaine recrudescence due à la crise sanitaire. Mais cela ne vous a pas empêché de créer votre entreprise. Alors, la question que nous avons pour vous, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous lancer dans ce secteur? Bien, ça c'est la première question. Merci Laetitia. C'est Zohair marhaba bik. Très heureux de t'avoir avec nous. Merci. Là, je suis en extérieur, donc il y a quelques aléas. Alors d'abord, la première question, avant de répondre à cette question pertinente de Laetitia, c'est je voudrais avoir ton retour après avoir entendu ces experts de ressources humaines, de finances, de communication et de technologie digitale. Quel retour pour toi, connaissant que tu es d'abord un ingénieur, donc une personne qui est dans un processus de réflexion poussé, mais aussi très au fait de l'actualité, parce que chaque fois que j'ai eu le plaisir, l'honneur et le privilège d'échanger avec toi, vraiment, tu avais toujours l'ingénieur à l'écoute de son écosystème, à l'écoute du monde. Quel est pour toi le citoyen marocain que tu es installé à Paris depuis quelques années, études, salarié, aujourd'hui entrepreneur, quel retour tu fais de toutes ces personnes qui ont parlé, que ce soit mon ami Jordan le Centrafricain ou mes amis de Dubaï, de Casablanca ou de Rabat? Oui, Zohair, marhaba bik. Merci, Monsieur Sti. Alors, d'abord, je salue la qualité de chacune des interventions parce que c'est la première fois, je pense, que je participe à un webinaire comme ça. Bah oui, voilà, ça arrive. Ouais. C'était souvent surtout pendant le confinement, j'ai eu l'occasion d'assister à des cours, à des formations, mais c'était toujours dans un sens, mais pas dans l'autre. Là, j'interviens et c'est toujours un plaisir. Et aujourd'hui, chacune des interventions a été des interventions de très haute qualité qui reflètent un vécu, une expérience de chacun des intervenants. Un vécu comme le disait, je pense, Jordan, c'est que chaque patron d'entreprise, chaque chef d'entreprise a vécu cette crise comme n'importe quelle crise avec de la peur. Et il a dû affronter ses peurs, il a dû affronter ses démons. Et dans l'expérience de chacun et dans le retour de chacun, on sent qu'il y a de la fierté parce qu'aujourd'hui, des gens ont passé un an dans la crise et ils sont toujours debout, leurs entreprises sont toujours debout et elles tournent, elles sont toujours résilientes et il y a une certaine fierté dans ce qu'ils ont pu réaliser, dans leur capacité d'adaptation et de manœuvre dans la tempête. Et je trouve que voilà, il est très très intéressant d'écouter chacun de ces retours et de s'en inspirer et de boire leurs paroles. Merci beaucoup, Zohair. Alors, pourquoi Zohair Bennis a décidé et qu'est-ce qui l'a poussé à se lancer en pleine crise dans ce secteur qu'on dit par moments touché par la pandémie ou repris, mais je vous laisse, vous êtes l'expert de cette question, Zohair. Alors, je me suis lancé pendant la pandémie, comme vous dites. La réflexion, forcément, a été engagée avant l'avènement de la crise, mais c'était une vague idée, un vague rêve d'entreprendre, comme beaucoup de personnes peuvent avoir cette envie d'entreprendre, cette envie de créer quelque chose à soi, un projet à soi qui fait grandir, qui fait pousser. Aujourd'hui, je baigne dans le domaine du BTP et surtout du bâtiment et de l'immobilier français et plus particulièrement parisien, qui est un domaine
qui, malgré toutes les peurs et les craintes qu'on aurait pu imaginer en début de crise, a eu une résilience incroyable, voire même, c'est un domaine qui a pu progresser pendant l'épidémie, qui a évolué énormément pendant l'épidémie et qui nous offre aujourd'hui de nouvelles opportunités. Bien sûr, il y a dans le domaine du bâtiment plusieurs secteurs qui ont baissé et d'autres qui ont évolué. Notamment, aujourd'hui, la guerre qui est engagée par le gouvernement français, c'est de combattre ce qu'on appelle les passoires énergétiques, ou tous ces bâtiments qui sont des gouffres énergétiques et des gouffres à carbone, ou pas des gouffres à carbone, mais plutôt l'inverse, c'est des crachoirs à carbone. Excusez-moi pour le terme. Donc, l'avènement de cette épidémie nous a accéléré, a été un accélérateur de cette transformation du bâtiment, de l'évolution de ce bâtiment vers un bâtiment plus responsable, plus vert, moins consommateur d'énergie et plus adapté à ses citoyens, à ses occupants, pardon, et ses utilisateurs. Et c'est ce qui a fait qu'en l'espace de quelques mois, et bien sûr avec l'impulsion du gouvernement, avec des aides, avec des incitations, mais aussi avec des contraintes ces aides réglementaires. ont été conséquentes pour un jeune entrepreneur comme toi, marocain, Alors, installé à Paris? C'est des aides qui ont permis aujourd'hui à un secteur comme le bâtiment qui a permis de ne mettre aucune personne au chômage. Voire même aujourd'hui, on cherche de la main-d'œuvre qui est qualifiée, qui est très rare aujourd'hui sur la place. Ces aides, effectivement, si mon confrère qui a une entreprise qui a une entreprise que la mienne a du boulot, ça veut dire que moi, je peux, ça offre davantage de débouchés, davantage de travail, davantage de marché, de chantier à l'ensemble de la profession, et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir du travail pour tout le monde. Et bien au-delà. Aujourd'hui, on est sous l'eau, toutes les entreprises sont sous l'eau, et ça, quand on entend ça, c'est une vraie chance, une vraie opportunité. Aujourd'hui, les clients payent dans le BTP? Aujourd'hui, le client paye. Parce que aujourd'hui, la France ne souffre pas de crise de liquidité, ne souffre pas de crise de budget ou de trésorerie. Bien sûr, il y a des entreprises qui ont souffert, comme celles liées au commerce de détail ou de l'alimentaire. Mais heureusement, notre secteur ne dépend pas de ça, ne dépend pas que de ça. Notre secteur, il dépend d'abord du logement. Aujourd'hui, le combat principal du gouvernement, c'est de réduire la consommation énergétique des logements de chacun des Français, mais aussi de réduire la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. Aujourd'hui, la crise, elle touche réellement les bâtiments tertiaires, puisque tout le monde est en télétravail, et beaucoup d'entreprises sont en train de réfléchir à réduire leur mètre carré, puisque on se dirige vers une société de services dont la plupart des salariés seront, après la crise, 1, 2, voire 3 jours par semaine en télétravail, ce qui fait que nous serons amenés à ne plus avoir besoin d'autant de mètres carrés pour les salariés. Donc, le bâtiment va évoluer, le bâtiment va se transformer, il va s'adapter aux nouveaux usages, à la fois d'habitation, mais aussi de travail. Et c'est ce qui nous donne aujourd'hui des opportunités de développement, pour proposer de nouveaux services, à la fois d'aménagement, à la fois d'amélioration du bâtiment, améliorer l'intelligence du bâtiment, améliorer l'expérience du bâtiment, et c'est autant d'opportunités et de chantiers à mener en conception et en réalisation. Merci. Laetitia, aurais-tu une autre question pour M. Bénis? Oui, j'ai une dernière question pour M. Bénis. Alors, M. Bénis, quelle stratégie avez-vous mise en place durant cette pandémie dans le cadre de la création de votre entreprise? Bien, Ben. Bravo, Laetitia. D'accord.
Alors, quelle est la stratégie depuis une année en matière peut-être d'exploitation, en matière digitale? Peut-être que vous avez digitalisé pas mal de choses en matière de trésorerie, de marketing, de communication, sachant que vous avez une réputation en tant que Zoher Bennis sur le marché de l'immobilier et du BTP. Oui, Zoher. Alors, je ne suis entrepreneur que depuis quelques mois, mais ce sont des mois qui sont cruciaux dans le développement de l'entreprise, le lancement de l'entreprise. Il faut dire que, alors, je ne sais pas si l'opportunité fait partie des stratégies dont on peut parler, mais aujourd'hui, il y a clairement, enfin, dans ma stratégie, il y a surtout une part d'opportunisme conjoncturel sur lequel j'ai sauté pour essayer pour lancer mon entreprise et lancer mon idée et la développer dans ces premiers mois. Donc, d'un point de vue, encore une fois, l'environnement entrepreneurial français n'est pas le même qu'au Maroc et je ne parle aujourd'hui qu'avec mon expérience française, mais qui pourrait toujours avoir donner des idées peut-être ou aider nos auditeurs marocains à se développer. Alors, l'opportunité du Covid a fait qu'aujourd'hui, les Français sont restés chez eux. Les Français ont vu leur logement différemment, ont vu leur lieu d'habitat différemment. Ils ont vu se transformer leur habitat en lieu de travail et leur lieu de travail comme un lieu de rencontre, on va dire, occasionnel avec leurs collaborateurs, quand l'occasion se présente, surtout pendant les périodes entre confinements où ils étaient autorisés à partir travailler en présentiel quelques jours par semaine. Donc cette opportunité a fait que beaucoup de gens, notamment dans le domaine du logement, et à moindre mesure dans le tertiaire, mais le tertiaire va venir après la crise et après avoir levé toutes ces restrictions. Donc dans le domaine du logement, cette opportunité réside dans le fait que les Français ont lancé massivement des travaux chez eux, d'amélioration, de transformation. Ils ont déménagé et ils ont adapté leur nouveau logement à leur nouvelle vie. L'autre opportunité, c'est que les Français est l'un des peuples qui a su accumuler une masse importante on va dire, d'épargne. C'est une épargne qui aujourd'hui sert à l'économie. Elle nous sert, nous, directement en tant qu'entrepreneurs dans le bâtiment, au développement. Donc c'est de l'argent qui est frais, de l'argent que les Français sont prêts à injecter dans l'amélioration de leur vie, de leur habitat. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai dit, je ne sais pas si l'opportunité ou l'opportunisme peut être une stratégie, mais en tout cas, ça peut être une stratégie de démarrage, puisqu'on flaire, on peut sentir ou flairer, on va dire, un filon qui nous permet, par conséquent, de se constituer un premier capital, non pas forcément financier, mais un capital d'expérience, un capital de référence, mais aussi de trésorerie. Donc un petit trésor de guerre qui me permettra demain d'investir en marketing, d'investir en commercial, en embauche. Excusez-moi, j'utilise mon téléphone, j'ai reçu un appel en même temps. Investir en ressources humaines, en formation et en diversification aussi des offres et des services qu'on peut offrir à nos futurs clients. Merci beaucoup, Zoher Bennis. Merci de nous avoir consacré votre temps depuis Paris. À tous les intervenants, sincèrement, 2 petites heures instructives, un échange entre Marocains, Africains de surcroît, véritablement. Je ne sais pas si Kenza ou William ou Laetitia veulent rajouter quelque chose.
Et si Karim Benaoui veut aussi rajouter quelque chose, c'est avec le plus grand plaisir, avant de remercier tous les internautes qui étaient avec nous en direct, et vous donne rendez-vous pour un autre webinaire, Inch'Allah. La date et la thématique vous sera communiquée. Karim, tu voudrais rajouter quelque chose éventuellement? Un conseil, une orientation pour ces jeunes managers en devenir, entrepreneurs en devenir? Si tu enlevais mute, Karim, s'il te plaît, mute. Voilà. Je veux rajouter une chose avec laquelle j'ai commencé tout à l'heure, c'est le propre de l'homme et de penser. Réfléchissez, d'accord? C'est très important. Merci beaucoup. Nous allons tous penser, justement, parce qu'on, quand on pense, on met en valeur et en valorisation nos ménages et on essaye d'aller vers un chemin bien indiqué, bien tracé. Laetitia, tu voudrais rajouter quelque chose, ma grande? Non, merci, ça va. Je crois que tout a été clair. Tout est clair. Oui. Kenza, tu voudrais rajouter quelque chose, Amti? Kenza? Vous m'entendez? Kenza? Ouais. Je crois que tout est clair. On nous a expliqué les choses dans les détails. Super, William, merci beaucoup. Et vous avez obtenu un stage avec monsieur Salahdin. Bien. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes. Voilà, Béni, c'est en plein, monsieur Béni, c'est en plein. Merci, Zoher. Alors, Karim, Zoher, Mehdi, toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce séminaire, merci. Je remercie également beaucoup, énormément, Najib, qui est notre DSI au niveau de l'institution, qui a veillé aux petits grains. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin et je remercie mes amis les participants qui ont répondu favorablement à mon appel et à l'appel des masters de l'ESIG. Je demanderai à Laetitia, William et Kenza de rester avec moi et je souhaite à tous les intervenants une bonne continuation. Shar mabrouk ou Sha'ban mbrouka. والله يدخل علينا بالخير والبركات والله يرفع علينا هذا الوباء. أيها الحضور الكريم، على هذا نودعكم وعلى أمل اللقاء بكم نتمنى ونرجو لكم أسعد وأطيب الأوقات. Et merci de votre confiance. C'est moi qui vous remercie. Merci.